En avril 1993, la cité de la Grande Borne, à Grigny, c'est au sud de Paris, à quelques dizaines de kilomètres, a connu, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, des émeutes. À la suite de ces émeutes, une des 15 maisons des potes, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui existe en France, s'est créée dans ce quartier de la Grande Borne de Grigny. Son but, c'est évidemment, avec les moyens du bord, de lutter contre l'exclusion sociale et de redonner à la population, surtout aux jeunes gens, le goût d'entreprendre. Reportage de Jean-François Gringoire et de Jean-Thomas Secaldi. Après quoi, sur l'exclusion, j'ai beaucoup de choses à vous demander. Merci. Les coups partent, secs, pas forcément très académiques, mais toujours puissants. Pour apprendre la boxe thaïlandaise, cet appartement inoccupé est devenu salle d'entraînement. Le professeur s'appelle Neil Arwin. Il n'est pas ici pour encourager la bagarre. Se battre, la plupart le savaient déjà avant de passer sous l'enseignement de cet ancien champion birman. Alors Nilar est venu pour leur apprendre le contrôle de soi, le respect de l'autre. Mais quand le maître de boxe thaï est arrivé dans la cité de la Grande Borne, les débuts ont été difficiles. Au début, ils voulaient tous se mesurer à moi. Je leur ai dit d'accord, mais ici, dans la salle, pas dehors. Quand ils ont compris que j'étais plus fort qu'eux, ils ont accepté les cours et ça leur a plu. Ce n'est pas toujours facile, mais maintenant, ils m'écoutent, s'entraînent sérieusement et ressortent d'ici plus calmes. Joël a 21 ans. Après avoir pris possession de cette salle de sport improvisée, lui et ses camarades ont dû batailler ferme avec la mairie, peu favorable aux yeux des jeunes à cette pratique sauvage de la boxe thaï, trop bruyante au goût des voisins. Nous, on a pris un pied de biche, on a cassé la porte, on est rentré, on a un club de boxe thaï. Ils ne peuvent pas le faire fermer maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent autour. Et on s'est battu plusieurs fois parce qu'ils voulaient nous virer. Finalement, c'est arrivé à une négociation. Derrière, on ne voit pas à cause des bâtiments, mais juste derrière, on est en train de construire une nouvelle salle de boxe thaï. Une vraie salle, avec des vestiaires, des douches et en toute légalité cette fois. Joël et les autres ont même obtenu une subvention, 220 000 francs pour la location du matériel et l'achat des matériaux. Et puisque l'argent manque, ce sont les jeunes qui font eux-mêmes le gros des travaux, un bon moyen aussi pour économiser les 300 francs de licence. Au lieu de payer mon short, ma licence, tout ça, à la place je viens travailler ici pour la nouvelle salle. Je pense qu'avec 8 heures par jour ici, plusieurs jours par semaine, ça paye largement la cotisation. Coincé entre l'autoroute du Sud et la nationale 445, c'est ici que vivent ces jeunes. À la Grande Borne, plus de la moitié des 15 000 habitants à moins de 25 ans, le chômage et l'inactivité touchent une personne sur deux. Je vous explique un peu le programme de ces 3 jours. La boxe thaï, c'est une des initiatives de la Maison des Potes, une association implantée dans la cité depuis avril 1993 qui essaie de donner l'envie aux jeunes d'entreprendre par les loisirs. Samuel Thomas et Koumba Traoré encadrent les jeunes, leur apprennent comment financer leurs projets pour qu'ils ne baissent pas les bras dès les premières difficultés. Pour avoir droit à des subventions, il y a toute une procédure administrative qui est très très lourde. Et lorsqu'on ne connaît pas les ficelles du métier, on passe à côté des subventions qui sont vitales pour la vie de l'association. On essaie de former une génération qui serait capable de prendre la relève derrière nous. Regarde ça, les résultats du questionnaire Balladur. Joël, qui n'a toujours connu que la cité, fait partie des 10 personnes qui travaillent pour la Maison des Potes, payées 2 500 francs par mois grâce à un contrat emploi-solidarité. Comme d'autres jeunes de la cité, Joël a connu des moments difficiles. Ils appartiennent maintenant au passé. Et même s'il n'a pas d'appartement, s'il dort seul dans le local de l'association, Joël a aujourd'hui une véritable envie de s'en sortir. Du jour au lendemain, j'ai fait tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu de rester à rien faire, de temps en temps, quand j'avais besoin d'argent, aller en trouver par des systèmes assez spéciaux. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que quand même, ça m'a apporté le fait d'être droit. Je suis quand même quelqu'un d'honnête maintenant. On ne peut pas dire que plus honnête citoyen que moi, tu meurs. et maintenant, surtout, ma vie professionnelle, c'est d'aider les gens, faire quelque chose pour les gens, pour que ça puisse s'améliorer, pas seulement pour les petits dans mon quartier, mais aussi pour les plus grands et les gens qui sont autour du quartier, et dans le même pays, même voire ailleurs. Alors, le mélange de toutes ces couleurs, qu'est-ce qu'elle nous donne? Qu'est-ce qu'elle nous donne, le mélange de toutes ces couleurs? Je sais, du noir. Voilà. Cours de peinture le mercredi après-midi à la Maison des Potes. Kadourzine a été professeur à l'école des Beaux-Arts d'Oran. Aujourd'hui érémiste, il fait le ménage tous les soirs dans les bureaux des impôts d'Evry, tout près d'ici. Comme d'autres adultes de la cité, il fait ce qu'il peut pour aider ses enfants pendant qu'il en est encore temps.
je consacre bénévolement aux jeunes parce que d'ici, ils ont 10 ans, d'ici 8 ans, ils auront 18 ans. Et ça va être des bombes à retardement dans les cités. Moi, je veux que les enfants s'épanouissent et donnent quelque chose. Au moyen de la peinture, au moyen de la danse, au moyen du sport, de tous les moyens possibles qui existent. Parce qu'on ne dispose pas beaucoup de choses. Mais avec les moyens de bord, on essaie de rafistoler, quoi. Peu de moyens. Pendu au téléphone, Samuel Thomas passe une bonne partie de son temps à relancer les autorités pour obtenir des subventions. Cette fois, c'est avec le Conseil général de l'Essonne. On demande une subvention de 20 000 francs environ de la part du Conseil général pour l'ensemble des activités d'animation. Et nous, on a un problème au niveau de la banque parce qu'on va se faire mettre sous interdiction bancaire si on ne renfloue pas rapidement les caisses. De la demande d'une subvention pour un projet à son versement s'écoule un délai de 6 mois à 1 an. Entre-temps, pour ne pas décevoir les gens de la cité, le projet a été mis à exécution et la maison des potes, à la limite de la rupture, doit faire face aux exigences du banquier. Voir si vous aviez des précisions. D'accord, parce que là, on est là, pas... on est à moins 7 000, hein. Moins 7 000, oui. Et ouais. D'accord. Et normalement, je vous dis, je peux pas faire d'avance sur subvention, donc j'ai bien voulu... Tant que l'office HLM prêtera gratuitement ses locaux, tant que l'URSSAF tolérera les 150 000 francs d'impayés de la maison des potes, Samuel et son équipe pensent pouvoir continuer leur travail. Bien. Au revoir. Nous, on peut tenir tant qu'on aura un minimum pour survivre. Mais si on engage toute une dynamique auprès des jeunes sur un projet et que ce projet avorte pour manque de budget, la sanction des jeunes, elle se fera à notre égard. Elle se fera à l'égard de ceux qui ont voulu leur faire croire qu'on pouvait faire des choses et qui les auront déçus. Fort des enseignements des 3 premières années, Samuel Thomas plaide pour une simplification des demandes de subventions. Et il peut compter sur les encouragements de Bernard, bien placé en tant qu'ancien de la cité, pour dire que les choses vont moins mal. Moi, extérieurement, je m'aperçois qu'au moins les gamins et compagnie, toi, ils essayent de s'occuper. Ils ont une autre idée. Ils pensent pas qu'à faire les cons et compagnie, quoi. Bah, je dis c'est bien ce qu'ils font, tant mieux. Tant mieux. Tu vois, au lieu de les laisser dans le béton là, comme ça, là, de toute façon, plus ça ira, plus ça sera la zone si on ne s'occupe pas d'eux. Hein. Il y a 3 ans, pas un policier ne serait venu s'aventurer dans cette partie de la cité. Aujourd'hui, la grande borne est plus calme, mais les jeunes qui veulent s'en sortir ne tiendront pas éternellement, uniquement à l'énergie et aux promesses. Il y a dans votre dernier livre, Monsieur Chirac, une phrase sur laquelle j'aimerais bien avoir une précision et qui se rapporte exactement à cette situation. Vous dites « Nous sommes en un temps où l'écorce qui entoure le cœur des jeunes est particulièrement mince et friable. Un geste simple peut la fendre et libérer d'étonnantes forces de solidarité capables de bousculer sans haine les conformismes et de promouvoir les changements qu'exige notre temps. » J'aimerais savoir quel est dans votre esprit ce geste simple que vous appelez. Ça veut dire quoi ? Je fais allusion dans cette phrase à un vers d'un poète arabe ancien qui disait « Fends le cœur d'un homme et tu y trouveras un soleil ». Il y a des périodes où l'égoïsme est fort et où il est difficile de fendre le cœur de l'homme. Nous sommes aujourd'hui dans une période où cette protection est effectivement très mince. Regardez, il n'y a jamais eu autant de bénévolat, autant d'enthousiasme, notamment chez les jeunes, mais pas seulement chez les jeunes, chez les aînés aussi, pour apporter une contribution à une œuvre humanitaire en France ou à l'étranger, à une œuvre d'insertion en faveur des jeunes, à une œuvre de réhabilitation dans des quartiers difficiles. Toutes ces associations, genre de celles que nous venons de voir, vivent essentiellement sur la générosité, l'enthousiasme, la confiance dans l'autre, la main tendue. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, nous devons tout faire pour faciliter l'expression de cette générosité. Moi, je m'en suis aperçu quand j'ai créé le SAMU social, il y a 2 ans, pas tout à fait. Je craignais d'avoir un petit peu de mal à réunir comme ça très vite et immédiatement les bénévoles nécessaires. J'ai eu 3-4 fois plus
propositions d'aide que j'en avais besoin. Alors, dans ce pays, on le voit bien depuis quelques années, quand les structures anciennes craquent ou disparaissent ou se rétractent, qui prend le relais? Ce sont les associations, ce sont les bénévoles, comme vous dites, et qui empêchent ou en tout cas qui limitent l'effondrement ou la fracture. Autrement dit, associations, fondations, est-ce que toutes ces structures qui ramassent le bénévolat et le font fonctionner, est-ce qu'il ne faut pas revoir leur statut? Est-ce qu'il ne faut pas faciliter leur existence? Parce que c'est un casse-tête administratif, on l'a vu encore dans ce document. Et est-ce qu'au fond, il ne faut pas aller jusqu'à une assez large défiscalisation de tous ceux qui donneraient ou entreprendraient dans ce sens? Vous voyez, M. Cavada, ces associations sont aujourd'hui plus nécessaires que jamais. Elles l'ont toujours été. C'est une école de responsabilité, c'est une école de citoyenneté, les associations. Mais aujourd'hui, face à des problèmes sociaux qui ne peuvent pas être réglés uniquement par l'administration, quels que soient les efforts faits. Parce que tendre la main, cela exige une implication personnelle, cela exige du cœur, ce n'est pas le rôle de l'administration. Donc, ces actions sont complémentaires. Et ces associations, en France, sont moins bien traitées. C'est vrai que dans la plupart des pays qui nous entourent. Vous aviez tout à l'heure ce garçon qui disait, qui téléphonait à la Seine-Saint-Denis, à la préfecture ou au Conseil général pour obtenir une petite subvention. Il est vrai que la plupart de ces associations qui sont subventionnées font la quête. Sont obligées d'aller faire une quête qui est tout à fait indigne, où on perd du temps, où il y a en permanence des incertitudes, ce qui rompt les rythmes. Et donc, la première chose à faire, je crois, c'est d'avoir pour ces associations, à partir du moment où elles l'acceptent, des contrats d'objectifs et un financement pluriannuel, un financement sur 5 ans, de façon à ce qu'elles n'aient pas à faire cette quête. Autrement dit, elles vont le proposer aux autorités locales, par exemple, ou nationales? Et elles signent avec elles un contrat. Plutôt local que national? Ça peut être l'un ou l'autre, mais ce qu'il faut, c'est un guichet unique, de façon, là aussi, à limiter les démarches inutiles. Il faut aussi que tous ces bénévoles aient un statut. Ils n'en ont pas en général. Ou alors c'est à la charge des associations. Un statut qui permette d'abord une assurance en cas d'accident et aussi un droit à formation. Il faut que ces associations puissent recruter des salariés permanents. Elles en ont de plus en plus besoin compte tenu de l'ampleur de la tâche. Et là aussi, il faudrait au moins, comme vous le disiez, soit exonérés de charges sociales, de préférence, ces emplois. Ce qui coûterait d'ailleurs beaucoup moins cher que d'indemniser par le chômage les intéressés. Il faudrait également élargir les possibilités du mécénat, c'est-à-dire donner davantage aux Français, comme c'est vrai en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons, la possibilité de faire des dons ou des legs à ces associations en les déduisant de son revenu imposable. Il y a toute une série d'autres initiatives qui pourraient être prises. Autrement dit, il faut revoir complètement notre système d'aide au développement associatif.